Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire, cet IFG Live sur le sujet l'intelligence artificielle au service de l'intelligence humaine. Je suis Irina Anelok, responsable pédagogique à l'IFG Executive Education. Je coordonne plusieurs programmes, le développement durable et RSE, supply chain, marketing et RH. Et donc aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir à mes côtés et de pouvoir introduire Morgane Soulier, qui intervient dans notre programme MBA RH et qu'on apprécie énormément à l'IFG Executive Education. Une personne avec un profil riche et varié, avec énormément de qualités et de compétences. Donc, comme vous pouvez voir sur cette première slide, donc Morgane est multi-entrepreneur, une entrepreneur qui n'hésite pas à récidiver, consultante conférencière, formatrice, donc comme j'ai dit tout à l'heure, elle intervient chez nous en tant que formatrice. Bienvenue Morgane. Donc Morgane est experte en intelligence artificielle et pas seulement, hein, beaucoup sur différents aspects d'innovation technologique. Je vous laisse peut-être vous présenter vous-même et puis voilà, lancer cette rencontre qui va durer 1 heure. Juste très rapidement, pour rappeler aux personnes un petit rappel technique, pensez que le navigateur Chrome, c'est le meilleur navigateur pour pouvoir suivre les webinaires. Donc voilà, si vous avez encore la possibilité de changer, si vous êtes sur un autre navigateur, pourquoi pas. Ici, à un moment, vous rencontrez des problèmes techniques de son ou de l'image, souvent juste recharger la page, ça suffit pour que ça revienne, ou sinon vous pouvez essayer de vous déconnecter et reconnecter. Voilà, ça très rapidement. Donc, n'hésitez pas à poser. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent à saluer dans le chat. Je vois aussi même des noms que je connais. Bonjour, bonjour tout le monde. Un bonjour tout particulier à Sakina, qui est une alumna maintenant, qui a fini une formation chez nous. Donc, je reconnais certains noms. Donc, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la rencontre pour poser vos questions. Et voilà, je vais essayer de les remonter à Morgane, soit au fur et à mesure, soit à la fin. On verra en fonction de comment ça se déroule. Donc, je parle déjà beaucoup trop, je pense. Je passe la parole à Morgane. Bonjour à tous, merci beaucoup Irina pour cette présentation. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Effectivement, je suis régulièrement au contact de vos étudiants et c'est toujours des moments qui sont extrêmement riches en échanges. Vous l'avez dit, je suis spécialiste, experte sur les enjeux de l'intelligence artificielle, notamment générative. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces notions, ces concepts, ces outils dans les entreprises et notamment dans le domaine des ressources humaines. En 1 heure, on va pouvoir balayer un certain nombre d'aspects, mais évidemment que ça va être assez court pour aller en profondeur dans le sujet, mais on va vraiment aborder ces sujets-là. Moi, ce que j'aime, c'est que nos échanges soient le plus interactifs possible. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à commenter, ne serait-ce que pour alimenter un petit peu le débat. C'est dommage, je pense, de faire un monologue d'1 heure et de ne pas avoir des échanges avec vous, parce que effectivement, il y a une hystérie collective autour de l'intelligence artificielle, notamment depuis que ChatGPT est arrivé dans nos vies. On l'utilise tous plus ou moins au quotidien, que ce soit à bon escient, que ce soit de la bonne façon. Donc moi, ce que je veux bien, c'est que déjà vous commenciez dans le chat à nous dire quels sont les outils que vous utilisez déjà au quotidien, dans quel contexte, avec quel objectif, est-ce que c'est à titre privé, est-ce que c'est à titre pro, est-ce que c'est voilà, donc dans quelles sont les recherches que vous faites et quels sont les outils que vous utilisez. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer à intervenir dans le chat. Quoi qu'il en soit, on est à un moment de notre vie où finalement, là, je voulais vous partager cette citation de cette experte, hein, Key Opinion Leader, cette leader d'opinion américaine qui nous dit ceci, qui nous dit finalement, au début des années 2000, on se posait tous la question de savoir si oui ou non on devait être présent sur les réseaux
que ce soit à titre personnel ou professionnel, à titre de l'entreprise, à titre d'une marque. Est-ce que vous me voyez tous? Oui, il y a eu une petite Vous me voyez? coupure, oui. Oui, Allô? oui, oui. On vous voit et on vous entend. Est-ce que vous me voyez? Oui, Vous me voyez? Vous m'entendez? oui. Est-ce que vous me voyez? Super, vous me voyez. Donc oui, je ne sais pas pourquoi ça coupe. Donc oui, ce que je disais donc, c'était, et finalement, donc on sait aujourd'hui que si on n'a pas un compte LinkedIn, professionnellement parlant, c'est difficile finalement d'être visible. Si on est une marque, si on est une entreprise, si on n'a pas un compte Instagram ou un compte Facebook ou un compte LinkedIn pour promouvoir ses activités, c'est très compliqué aussi. Et finalement, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Si on ne commence pas à se poser la question de quelle est ma stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans mon quotidien, finalement, on passe à côté de quelque chose et on va avoir des difficultés d'un point de vue stratégique à être compétitif sur le marché. Donc, j'ai vu que certains d'entre vous utilisent déjà pas mal les intelligences artificielles, notamment ChatGPT, notamment Perplexity, que ce soit en perso, que ce soit en... les 3 slides que vous allez voir là sont très importantes pour aujourd'hui, les intelligences artificielles génératives sont aussi pertinentes. Tout d'abord, c'est important d'avoir en tête que tous les 10 à 15 ans, la façon qu'on a de consommer de l'information, de consommer d'Internet et de communiquer évolue drastiquement. Je pense que vous avez tous en tête, au début des années 90, quand Internet est arrivé dans nos foyers. Alors, sachant que Internet existe depuis les années 50 à peu près, hein, mais Internet est arrivé dans nos foyers au début des années 90. Alors, peut-être que vous vous souvenez tous du modem qu'on avait à la maison et du petit bruit que faisait le modem quand on l'avait à la maison, quand on branchait. Donc ça paraît très très vieux, ça a 35 ans, un peu plus maintenant, ouais, à peu près une bonne trentaine d'années. Et là, à l'époque, on parle d'un web 1, d'un web statique. C'est-à-dire qu'on fait une recherche sur un moteur de recherche. Avant l'arrivée de Google, on avait Lycos, on avait Yahoo. Et puis, on a une page blanche avec du texte noir. Mais on peut rien en faire. On ne peut pas commenter. C'est pas nous qui écrivons ce qu'il y a sur la page qu'on a. C'est des professionnels, en général, c'est des encyclopédies qui ont été scannées et qui ont été mises en ligne. Et puis, au début des années 2000, on arrive à l'ère des réseaux sociaux. Et là, en fait, il y a quelque chose qui change énormément. C'est-à-dire que c'est nous qui publions le contenu, le texte, les images, les vidéos qu'on trouve sur Internet. Alors que vous soyez un professionnel des médias, que vous soyez journaliste, donc là, vous allez le mettre en ligne sur le site Internet de votre journal, de votre média. Si vous avez un blog, vous mettez en ligne. On sait que Wikipédia est rédigé par du grand public. Et puis, tout ce que vous publiez, les photos que vous publiez sur Facebook, sur Instagram, c'est du contenu qui, petit à petit, alimente ce qu'on appelle le big data. Et c'est ce qui a aujourd'hui alimenté et ce qui entraîne aujourd'hui les intelligences artificielles génératives. Et donc, en 2000, dans les années 2000, quand les réseaux sociaux arrivent, la grande différence, c'est que là, une fois de plus, c'est nous qui mettons en ligne, mais c'est aussi nous qui commentons, qui republions, qui repartageons. Et puis, on arrive au début du Web 3. Hein. Le Web 3, c'est là, c'est le début des années 2000, avec ChatGPT, avec Midjourney, avec les casques de réalité virtuelle, les casques de réalité augmentée, le Bitcoin, tous ces termes un petit peu nébuleux qui font que la façon qu'on a de consommer, une fois de plus, de l'information est en train d'évoluer drastiquement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Internet, le début d'Internet, c'est 1950, c'est les années 50. Il en est de même pour l'intelligence artificielle. Les premières publications scientifiques sur l'intelligence artificielle datent de 1956. C'est le test de Turing. C'est quand on réalise qu'une intelligence artificielle est capable de réaliser bien, voire mieux qu'un être humain. Après, on a tous entendu parler de l'intelligence artificielle à peu près en 1997, quand Deep Blue, l'intelligence artificielle
entraîné par IBM bat Garry Kasparov aux échecs. Est-ce que certains d'entre vous ont vu la série Rematch qui a été diffusée sur Arte, puis après sur Prime Video en fin d'année dernière? N'hésitez pas à commenter, parce que c'est une série qui est vraiment très intéressante et qui montre comment IBM a entraîné l'intelligence artificielle pour qu'elle réussisse à battre un être humain. Et puis, finalement, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, l'intelligence artificielle, elle est omniprésente dans nos vies aussi, parce que quand vous regardez Netflix et que Netflix vous pousse le contenu que vous allez regarder après, ou quand vous regardez Waze, ou quand vous mettez votre GPS Waze et que Waze vous indique la rue, l'itinéraire à prendre parce qu'il a identifié que ce jour-là, il y avait des embouteillages sur votre trajet, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Donc là, effectivement, quand on parle de ChatGPT depuis 2 ans, collectif sur quelque chose d'extrêmement nouveau, il faut savoir les algorithmes qui nous poussent du contenu et qui nous proposent, qui nous aident à prendre des décisions, existent depuis très, très, très longtemps. Un tout petit peu de sémantique. Vous me suivez toujours? Vous m'entendez toujours bien? Si juste quelqu'un peut mettre oui, comme ça, je sais que vous êtes toujours bien avec moi et que je suis toujours super. Merci beaucoup, David. Le son passe très bien. Juste un tout petit peu de sémantique qui est vraiment importante pour comprendre une fois de plus comment les intelligences artificielles génératives sont très pertinentes. Moi, je dis que c'est un petit peu le petit jeu des petites poupées russes. C'est-à-dire que chaque ère des intelligences artificielles ne peut exister que parce que la précédente n'a existé. Donc, on se remet au début des années 50 avec les machines qui sont capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine avec le test de Turing dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on a le machine learning qui arrive au début des années 80 où les algorithmes apprennent à partir de données pour faire des prédictions, prendre des décisions de façon autonome. Le deep learning où les outils modélisent des relations complexes. Et puis ensuite arrive l'intelligence artificielle générative, on va y revenir. Le machine learning, c'est quand, par exemple, depuis des années et des années, vos emails filtrent automatiquement les emails qu'ils ont identifiés comme étant des spams. Le deep learning, quand, par exemple, le matin, ou quand tout au long de la journée, vous ouvrez votre téléphone portable avec une reconnaissance faciale ou digitale. Et justement, le matin, en général, ça ne marche pas parce que le matin, vous êtes encore dans votre lit, il fait encore nuit. Et donc là, les milliards et les milliards et les milliards de petites infos qui existent sur votre visage, vu qu'il fait nuit, l'intelligence artificielle, votre terminal, votre téléphone, il ne reconnaît pas votre visage. Donc ça prouve bien qu'en fait, c'est des milliards et des milliards et des milliards d'informations extrêmement complexes qui n'ont pas été reconnues. Et s'il y en a une seule qui n'est pas reconnue, votre téléphone portable ne va pas se déverrouiller. Et donc là, en fait, une fois qu'on a ces milliards et ces milliards et ces milliards d'informations, une fois de plus, de textes, d'images, de vidéos qui ont été emmagasinés dans le web, donc ce qu'on appelle le big data, c'est là où l'intelligence artificielle générative devient pertinente et je vais y venir après pour vous expliquer exactement comment ça marche. Quoi qu'il en soit, en ce qui vous concerne, vous, dans le domaine des ressources humaines, intelligence artificielle et ressources humaines, ça a été une révolution qui s'est faite de façon parallèle au développement de l'Internet. Au début des années 80, on a la naissance de ce qu'on appelle les SIRH, ces systèmes d'information qui permettent la simplification de la paye, les avantages sociaux, les données personnelles. Finalement, c'est vos systèmes d'information qui sont déjà basés sur du numérique. Et puis, au début des années 90, lorsqu'Internet arrive, ça révolutionne l'accès et la communication aux données RH avec cette émergence de solutions logicielles qui sont intégrées à la gestion des talents. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, au début des années 2000, quand les réseaux sociaux arrivent, quand toutes ces informations qu'on emmagasine grâce au numérique arrivent, c'est le big data au service de la prise des décisions dans le domaine des ressources humaines. Et puis après, finalement, on est arrivé à une gestion réactive au préalable à une gestion proactive, c'est-à-dire que toutes ces informations, du coup, qu'on va vous pousser de façon proactive, vont vous aider à prendre de meilleures décisions stratégiques, notamment avec des outils qui sont en train d'arriver, les outils d'analyse de sentiments, on en parlera peut-être aussi un petit peu plus tard. Si on voit bien finalement le développement du numérique dans le domaine des ressources humaines, en fait, les ressources humaines sont passées depuis des années 2000 de fonction support à la stratégie digitale clé de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avec toutes ces données que vous allez avoir en pré-embauche, en recrutement, puis après de suivi de vos collaborateurs, c'est vous, dans le domaine de ressources humaines, qui êtes un petit peu
la clé stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une donnée d'entreprise va être beaucoup plus, enfin, une décision d'entreprise va être beaucoup plus pertinente et la vision de l'entreprise va être beaucoup plus pertinente grâce à tous ces outils et grâce à toutes ces données de ressources humaines que vous allez pouvoir analyser et fournir aux équipes de direction. Donc finalement, tous ces outils qui ont émergé depuis les années 2000 permettent de mieux anticiper, de gagner en productivité, d'aider aux décisions stratégiques pour finalement aider au recrutement et optimiser les suivis de carrière et de gestion des talents. Parce qu'on le sait bien aujourd'hui, et notamment c'est une étude McKinsey qui date d'il y a quelques semaines, qui nous dit qu'un recrutement raté coûterait entre 20 000 et 200 000 euros à l'entreprise en fonction de son secteur d'activité et niveau de responsabilité, évidemment. Quand on a préparé cette intervention avec Irina m'a posé une question, elle m'a dit « mais ça veut dire quoi un recrutement raté ?» Alors moi, je veux bien que dans le chat, vous puissiez me dire un petit peu ce que vous entendez, vous, par recrutement raté, mais à mon sens, il y a plein de définitions de recrutement raté. Un recrutement raté, ça peut être une personne à qui on fait signer son contrat, mais on ne va pas terminer sa période d'essai parce que très vite, on se rend compte que finalement, ça ne fonctionne pas. Un recrutement raté, ça va être une personne pour qui on va terminer sa période d'essai, mais à la fin de sa période d'essai, elle-même nous dit bah, finalement non, moi j'ai pas envie de continuer dans l'entreprise, ça me convient pas, la culture d'entreprise n'est pas la bonne. Un recrutement raté, ça va être une personne à qui on va signer le contrat, mais qui va pas venir le premier jour du recrutement. Un recrutement raté, ça va être un recrutement pour lesquels on va mettre beaucoup de choses en œuvre pour essayer de recruter des personnes et on n'arrive pas à recruter la bonne personne, on ne va pas au bout du processus. Donc, il y a plein de définitions finalement d'un recrutement raté, mais avec un coût qui est effectivement extrêmement défavorable à l'entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à me dire un petit peu ce que vous percevez, vous, du recrutement raté. Damien qui nous dit un recrutement raté, c'est une erreur d'alignement entre les attentes du candidat et de l'entreprise. Absolument. Et donc, ça va être les attentes du candidat ou du recruté également. Donc, utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine des RH va avoir un recruté qui ne reste pas plus d'1 an, bien sûr aussi. Les bénéfices de l'IA dans le domaine des RH va avoir plusieurs bénéfices. L'utilisation de l'intelligence artificielle, l'optimisation et l'automatisation des processus de recrutement ou de suivi, l'aide décisionnelle, le développement des compétences, le renforcement de l'engagement des collaborateurs et paradoxalement, une meilleure humanisation de la fonction RH. Parce que si vous dégagez du temps, parce qu'il y a des outils qui vont vous permettre de faire des analyses bien plus rapidement, bien meilleures, bah, finalement, vous allez avoir plus de temps pour de l'échange structuré et humain avec vos collaborateurs. Tout à l'heure, je vous expliquais du coup l'intelligence artificielle générative, vous l'avez compris, donc avec toutes ces données qu'on a créées, vous savez que l'intelligence artificielle, en fait, générative, comment elle fonctionne? Vous lui posez une question et elle vous répond. Elle vous répond une réponse parce qu'en fait, elle va se servir de tous ces textes et de toutes ces vidéos et de toutes ces photos qu'il y a en ligne pour, de façon très probabiliste, avec des algorithmes très avancés, vous donner la réponse la plus probable à ce que la présentation n'est l'écran principal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Philippe, s'il y a un problème de présence, n'hésitez pas à nous en informer. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc effectivement, avant que ChatGPT n'arrive, vous posiez des questions sur Google. Vous posiez des questions sur Google et Google vous donnait 100 000, 10 000, 200 000 réponses, j'en sais rien. Avec un nombre de pages illimité, c'était à vous d'aller chercher finalement sur toutes les différentes informations. Donc là, on avait un moteur, on parlait d'un moteur de recherche à l'ère de Google. À l'ère de ChatGPT, on parle d'un moteur de réponse. C'est-à-dire que vous allez lui poser une question, par exemple, quelle est la date de naissance d'Emmanuel Macron ? Google vous donnait 10 000 réponses. La date de naissance d'Emmanuel Macron est né sur telle page, on vous indique que ChatGPT et tous les outils d'intelligence artificielle générative de texte, ils vont aller chercher dans ces centaines de milliers de pages dans lesquelles la date de naissance d'Emmanuel Macron est donnée, et de façon très probabiliste, il va dire dans 99,999% des cas, on me répond ça. Donc, la réponse attendue par la personne qui me la pose est celle-là.
Donc, l'intelligence artificielle générative, on le sait, c'est un levier de productivité, de créativité et d'innovation pour créer du texte, des images, des vidéos de façon automatisée. On sait qu'à chaque type de contenu existe un nombre d'outils extrêmement conséquent. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez tous donné des noms différents d'intelligence artificielle générative que vous utilisez au quotidien, que ce soit ChatGPT, pour le texte, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot. Pour l'image, vous avez ChatGPT une fois de plus, enfin c'est DALL-E, vous avez Midjourney, vous en avez tout un tas d'outils. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de ce que j'appelle des intelligences artificielles multimodales qui vont vous permettre, via une seule application, d'avoir une qualité très forte sur toutes les demandes que vous allez pouvoir faire de production de contenu, de texte, d'images, de vidéos, de son, de code. Mais ça va arriver. À terme, on aura des intelligences artificielles multimodales, je n'en doute absolument pas. Un marqué pour le potentiel créatif de l'intelligence artificielle et je vais vous montrer des outils à l'amélioration fulgurante. Là, je vous donne un exemple de Midjourney. Midjourney qui est cette intelligence artificielle générative d'images. En mai 2022, je demandais à Midjourney de me créer une image de Barack Obama en costume cravate. Donc en mai 2022, vous voyez le résultat. En juillet 2023, il est beaucoup plus pertinent. En mai 2024, vous voyez à quel point c'est réaliste, à quel point on arrive à quelque chose de réaliste. Et puis si je vais encore plus loin, voilà quelques images qui sont absolument fascinantes qu'on peut créer grâce à l'intelligence artificielle générative d'images qui s'appelle Midjourney. Donc on peut se poser des questions maintenant de se dire mais du coup, effectivement, il y a tous ces risques de fake news, de deepfake. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous-mêmes savoir si cette image est vraiment une image de Barack Obama ou est-ce que fausse image? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les plateformes, elles se donnent la mission d'éduquer leurs abonnés. Si vous allez sur Instagram, cette image, je l'ai créée moi-même par Midjourney. Si je la publie sur mon compte Instagram, vous voyez qu'en haut, il y a notice sur l'IA. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est Instagram qui automatiquement détecte les images qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Et donc, vous voyez notice sur l'IA et on m'indique que le contenu de cette publication est susceptible d'avoir été créé à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, les plateformes, elles se prémunissent de risques de deepfake et de risques de bashing. Et puis là, vous avez exactement la même chose. Si vous recevez une photo sur votre téléphone Google, là, en bas, vous voyez AI Info et vous savez si l'image a été, oui ou non, générée par une intelligence artificielle. Midjourney aussi, pendant les élections présidentielles américaines, quand je lui demandais, donc en décembre 2023, je pouvais créer tout ce que je voulais en mettant Trump et Vladimir Poutine en scène. Pendant les élections, l'outil Midjourney refusait de créer du contenu pour lequel je lui demandais de me créer une image de Donald Trump. Il faut savoir que dès le lendemain des élections présidentielles, le 20 novembre 2024, je pouvais à nouveau créer tout ce que je voulais. Donc, il faut vraiment être vigilant et garder cet œil très critique et être très informé sur ce qui se passe, sur ce que sont capables de réaliser les intelligences artificielles génératives. Revenons-en au sujet des ressources humaines. C'est vrai que il y a une grosse crainte qui est de la perte de nos emplois à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette crainte est justifiée. Il y a un peu plus d'un an et demi, il y a une entreprise qui est basée à Courbevoie, à côté de Paris, qui avait licencié la moitié de ses salariés, arguant qu'aujourd'hui, le travail qu'ils réalisaient pouvait être réalisé par une intelligence artificielle. Il faut savoir qu'entre-temps, cette entreprise, elle a recruté à nouveau. Mais les licenciements dus à l'IA sont véridiques. Notamment, les plus grands de la tech licencient déjà massivement, arguant une fois de plus que des tâches peuvent être remplacées par une intelligence artificielle. Mais il y a plein d'études qui existent. J'ai mis plein de points d'interrogation. Enfin, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas si c'est 150, si c'est 100, si c'est 200, si c'est 90 millions de nouveaux emplois qui vont être créés d'ici 2030. Mais vous êtes les meilleurs placés dans le domaine des ressources humaines pour savoir qu'à toute révolution technologique, industrielle, numérique, il y a des nouveaux emplois qui arrivent et donc votre rôle va être d'accompagner au mieux vos collaborateurs dans cette transition qui est la nôtre actuellement. Comment accompagner nos collaborateurs à se former, à changer leur façon d'effectuer leurs tâches. Parce qu'une part grandissante des tâches
automatisée est en train, voilà, il y a une part vraiment grandissante de tâches automatisées et certains secteurs qui sont déjà massivement impactés, notamment le domaine bancaire, le domaine de l'assurance, sont des secteurs pour lesquels l'automatisation est en train d'arriver est déjà omniprésente. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et à nous dire si dans vos secteurs d'activité, vous voyez déjà soit des collaborateurs qui craignent finalement pour leur emploi, soit si vous avez déjà eu à accompagner des collaborateurs à repenser la façon d'effectuer leur travail ou même à se former pour aller vers d'autres postes. N'hésitez pas à commenter, je trouve que les échanges sont toujours vraiment très intéressants. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est finalement, gardons notre calme. L'intelligence artificielle ne va pas nous voler nos jobs, elle va juste nous pousser à modifier la façon dont on réalise nos emplois. Et puis, ce que je dis souvent, c'est quelqu'un qui connaît son ennemi comme il se connaît en sans combat ne sera jamais défait. J'aime beaucoup cette citation. Finalement, celui qui vous volera votre emploi, c'est pas l'intelligence artificielle générative. Je pense que c'est celui qui saura l'utiliser mieux que vous. Notamment des métiers intellectuels et bureaucratiques qui vont être les premiers touchés. Il y a quelques, notamment vous, dans le domaine des ressources humaines, vous devez être extrêmement informé qu'il y a avant l'arrivée de ChatGPT notamment, des métiers qui étaient vraiment l'Eldorado dans notre société, c'était les codeurs qui étaient les compétences les mieux rémunérées. Quand ChatGPT est arrivé sur le marché, le coût d'un codeur sur le marché du travail a diminué drastiquement. Alors, la question de Jean-Luc, plutôt que nouveau emploi, ne s'agit-il pas d'emplois faisant impérativement appel à l'IA? Eh bien, absolument pas. On va y venir après. En fait, alors, il y a tout un tas de réponses en fait à votre question, mais on est tous concernés par une utilisation de l'intelligence artificielle générative qui nous permet d'augmenter nos capacités intellectuelles. Moi, je dis souvent, on dit que l'intelligence artificielle générative a le potentiel de nous faire gagner en productivité et en temps, avec cette crainte, par contre, qu'on a d'un appauvrissement de nos capacités intellectuelles. Moi, je pense au contraire que c'est une capacité phénoménale d'enrichir nos capacités intellectuelles et de dupliquer nos capacités intellectuelles. Dans le domaine des ressources humaines, l'intelligence artificielle générative, elle a cette capacité de nous aider à attirer les talents, à optimiser l'onboarding, à fidéliser les collaborateurs, à automatiser les process, à évaluer et à gérer les performances et à personnaliser les formations, notamment avec l'aide au recrutement, le onboarding des nouveaux employés, la formation de développement des compétences. Maintenant, on va venir à quelques exemples. Donc, ces slides-là, bien sûr, vous l'aurez. Je pour lesquels un être humain est nécessaire. Absolument. Camille aussi, vous avez tout à fait raison, qu'un codeur. Et en fait, l'idée, c'est au-delà de absolument pas de dire code lui-même. Là où vous avez des problèmes avec l'automatique, vous avez absolument raison. C'est que le codeur va gagner énormément de temps. Et moi, pour travailler avec beaucoup de codeurs, je peux vous assurer que les dernières versions de ChatGPT absolument bluffantes, même pour un codeur absolument chevronné. Donc, ça va faire gagner énormément de temps. Donc, c'est pour ça que je dis que le coût d'un codeur est moindre, parce que ça va lui faire gagner énormément de temps. Mais il va falloir tout de même qu'il reprenne le code, qu'il le vérifie et tout ça. Il y a une vérification qui est absolument nécessaire. Mais même pour nous, c'est un pied que ça nous donne un pied à l'étrier, mais il y a besoin effectivement de relire, de revoir, de repenser. Pour moi, en fait, l'intelligence artificielle, c'est comme un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise. Il va falloir le former, c'est comme un stagiaire. C'est un collaborateur complémentaire qui nous permet de gagner du temps en recherche, en tout un tas de choses, mais notre travail n'est absolument pas remis en question. Donc là, je vais vous donner pas mal d'exemples de comment l'intelligence artificielle générative dans le domaine des ressources humaines peut vous apporter des choses absolument bluffantes. Là, typiquement, aide à la rédaction d'une fiche de poste. Rédige une fiche de poste pour un juriste en droit social pour une entreprise du secteur de l'agroalimentaire avec 10 ans d'expérience, basée à Lille, rémunération selon profil. Donc, en à peine un poste. Avec les missions principales, avec le profil recherché,
les compétences techniques nécessaires et les qualités personnelles. Et ce que vous voyez, c'est que les dernières versions de l'intelligence artificielle générative, une fois qu'elle vous a donné cette première fiche de poste, elle vous propose d'aller plus loin. Est-ce que tu veux aussi élaborer une fiche salariale? Est-ce que tu veux aussi que je te donne une recommandation dans le processus de recrutement? Ensuite, donc ça c'est pareil, c'est des exercices que j'ai fait avec vos collègues des apprenants de l'IFG Executive Education dans le programme MBA des ressources humaines. On était en train de travailler ensemble, de s'amuser à faire quelques prompts avec ChatGPT. Et puis l'un d'entre eux me dit, ben moi en fait, je rentre dans, en ce moment j'ai une vraie difficulté parce que je cherche un biostatisticien et puis je dois recruter en France, en Italie, en Australie. J'essaye d'avoir une comparaison des différentes pratiques salariales dans ces pays-là. Est-ce que tu penses que ChatGPT peut m'aider? Et donc, on a tapé ça. Je suis directeur Compenben pour un grand groupe pharmaceutique multinational. Peux-tu me donner le salaire médian d'un biostatisticien avec 5 ans d'expérience en France, Italie et Australie? Et donc là, on a été assez bluffé par les réponses et puis il nous a même donné ses sources. Alors, IA permet-il de rechercher des requêtes sur la base de données stockées sur un ordinateur, un support? Non, 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 absolument pas. Il n'a pas accès à votre ordinateur. Non, 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 absolument pas. Là, pareil, avec un groupe dans le domaine du médical, pour lequel, en fait, c'était un hôpital, pour lequel les équipes dirigeantes voulaient utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser un planning. Donc, un planning avec des équipes de rotation, avec besoin d'une trentaine de soignants, une couverture 24/24, des jours, des nuits, 2 jours de repos consécutifs. On a demandé à ChatGPT de nous établir, enfin, à l'intelligence artificielle générative, de nous établir un planning, les plannings hebdomadaires des équipes de soins. Et donc là, vous voyez que du dimanche au samedi, il nous a établi tout un planning en intégrant finalement tous les plannings d'après-midi, de matin, de nuit. Et puis après, on peut y rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de spécificités et de demandes, de contraintes pour l'intelligence artificielle générative. Un autre prompt qu'on a fait ensemble avec vos équipes, rédige un questionnaire de satisfaction pour les soignants sur le bien-être au travail. Donc là, on a mis pour les soignants, ça pourrait être pour n'importe quel collaborateur, ça pourrait être pour n'importe quoi. Finalement, c'est l'intelligence artificielle générative, elle peut vous aider à gagner du temps, pour rédiger des questionnaires de satisfaction. Charge de travail, comment évaluer votre charge de travail? Vous sentez-vous souvent dépassé par votre charge de travail? Quels sont selon vous les principaux facteurs qui augmentent votre charge de travail? Équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc ça, finalement, en un quart de seconde, l'intelligence artificielle nous a aidé à mettre un premier pied à l'étrier sur la rédaction de ce questionnaire de satisfaction à destination des collaborateurs. Donc, il n'existe pas que ChatGPT pour l'assistante rédactionnelle et l'analyse des documents. Vous avez ChatGPT, vous avez Perplexity, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a Gemini, il y a Grammarly, il y a NotebookLM qui est une super application que je vous conseille, qui est une application Google qui est gratuite, qui vous permet de faire du compte-rendu automatisé de réunions. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Donc, l'assistante rédactionnelle pour l'analyse de documents, notamment pour la rédaction d'emails, des textes pour les réseaux sociaux, les appels d'offres. Donc là, avec un gain de temps qui est significatif, mais des bonnes pratiques qu'il faut avoir, notamment fournir les instructions précises, réviser, ajuster le contenu généré pour l'adapter. Donc, c'est effectivement le premier résultat n'est pas toujours le bon. Et donc, il faut savoir apprendre à jongler avec et à dialoguer avec l'intelligence artificielle pour obtenir les bonnes réponses. Donc, tout ça, vous l'aurez. Par exemple, moi, j'avais à travailler pour la réponse d'un cahier des charges dans le cadre d'un appel d'offres pour l'inauguration du nouveau campus d'une grande école. Et donc, là, on avait une trentaine de pages à analyser. Donc, on a demandé à l'intelligence artificielle générative de nous résumer les informations principales et les points clés de différenciation face à mes concurrents potentiels pour l'organisation de l'inauguration, de la soirée d'inauguration de cette grande école. Je pourrais vous envoyer finalement toutes les réponses qu'on a obtenues par l'intelligence artificielle générative. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Notebook LM qui vous
aide à gagner du temps dans la prise de notes en temps réel et à obtenir des résumés automatisés pour le suivi des discussions. Alors, par exemple, une petite astuce, quand vous faites vos entretiens individuels avec vos collaborateurs, vous les informez, évidemment, vous les enregistrez. Vous pouvez mettre le dictaphone de votre téléphone et après, vous pluguez dans Notebook LM l'enregistrement de l'entretien individuel et il va vous permettre de structurer le compte-rendu. C'est extrêmement bluffant. Alors, l'art du prompt, grâce à la méthode Coffre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, contrairement à Google, utiliser les outils d'intelligence artificielle générative va exiger un dialogue. Il faut que vous lui expliquiez clairement ce que l'on recherche. Alors, est-ce que vous avez envie, là, on peut jouer, rédiger chacun, si vous le souhaitez, un petit prompt pour une demande très précise de rédaction, par exemple, d'un communiqué de presse pour le recrutement du nouveau directeur de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de jouer un petit peu, rédigez un prompt et mettez-nous dans le chat de la rédaction, aide de la rédaction d'un communiqué de presse dans le cadre du recrutement du nouveau directeur marketing de l'entreprise, par exemple. Mais donc, la méthode COF comporte 5 composantes minimum: le contexte, l'objectif, le format, le rôle et les étapes. C'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je recherche comme format. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est une analyse? Est-ce que voilà. Le contexte, les objectifs. Donc, voilà. Avec, vous pouvez être le CEO, vous pouvez être un marketeur, vous pouvez être un journaliste, vous pouvez être le comptable, vous pouvez être le directeur des ressources humaines, vous voulez un essai, vous voulez une recette, vous voulez un article, vous voulez une analyse, vous voulez un blog, vous voulez juste un sommaire, vous voulez des bullet points. Et puis, le format, ça va être un format PDF, ça va être un code, ça va être du HTML, ça va être un texte enrichi, au contraire, juste un petit résumé. Donc, voilà. Donc, tout ça doit être extrêmement, extrêmement précis pour que le prompt soit le plus cohérent possible. Donc, vous l'avez compris, il y a une nécessité qui est de développer une culture de l'innovation continue avec une veille technologique qui est permanente. Tous les jours, il y a des nouveaux outils qui sortent. Si vous faites de la veille, hier, il y en a une nouvelle qui est arrivée qui s'appelle Manius, qui est une intelligence artificielle chinoise. Il y a 3 semaines, le buzz autour de DeepSeek. Hier ou avant-hier, ChatGPT qui a annoncé sa nouvelle génération de ChatGPT. Donc voilà, donc tous les jours, il y a des nouvelles intelligences artificielles qui sortent. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de faire de la veille technologique, mais surtout de la formation continue. Quel outil d'IA est recommandé pour l'analyse d'une base de données? ChatGPT version payante est bluffante. Vous lui mettez votre fichier Excel et il vous fait l'analyse sans aucun problème, vraiment, vraiment très facilement. Il y avait une question de Roger qui disait évoluant dans un environnement international extrêmement concurrentiel, comment se différencier, sachant que tous les groupes industriels évoluent dans un... Nous cherchons tous de très hauts potentiels. Oui, absolument. On y reviendra plus tard. Je bois un peu d'eau, excusez-moi. Les axes de vigilance sur la qualité et la véracité des informations. Effectivement, on peut se poser la question, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand je vous ai montré déjà tout à l'heure avec les plateformes qui vous disent qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles, les images peuvent être créées par l'intelligence artificielle. Et puis surtout, il faut savoir qu'au niveau mondial, tous les éditeurs de presse s'allient aux plateformes au bénéfice d'un contenu beaucoup plus fiable. C'est-à-dire que OpenAI, Meta, AFP, tous finalement, donc là il y a eu une inversion quand je suis désolée, je ne sais pas qui c'est qui a revu mes slides. Il y a eu une inversion, l'AFP est à gauche et Mistral AI est à droite. C'est-à-dire que Mistral a fait une collaboration avec l'AFP, avec l'enrichissement de la base de données via du contenu fiable et récurrent, une amélioration de la qualité des modèles, parce que finalement, si les plateformes, elles passent des partenariats uniquement avec La Croix ou uniquement avec Libération, vous avez bien en tête que finalement, la nuance de l'analyse du contenu sera totalement différente. Sur les biais et les éthiques, là aussi, il y a une grosse vigilance à apporter parce qu'en fait, c'est nous, êtres humains, qui avons entraîné les intelligences artificielles. Aujourd'hui, alors, je vais vous le mettre dans le chat. Comment vous traduisez ça et ça? Comment vous traduisez, s'il vous plaît? Est-ce que un ou deux peuvent me répondre?
Voilà, merci beaucoup Isabelle. Vous avez démontré ce que je voulais. Vous avez dit un nurse égale une infirmière. Donc aujourd'hui, quand je demande à ChatGPT de me faire un nurse, elle va me faire une infirmière, une femme. Ou si je lui dis a teacher, il va me faire non, Chief Executive Officer. Ce que je voulais, c'était la traduction. Vous allez me dire un directeur. Et donc finalement, aujourd'hui, quand je demande à l'intelligence artificielle de me faire a nurse, a teacher ou a CEO, je vais avoir un directeur plutôt beau gosse, la quarantaine, en costume cravate, et le teacher, je vais avoir cette femme blonde, joliment, qui sourit gentiment et qui est dans sa salle de classe. Donc, et c'est nous qui entretenons ces biais-là. Sur la consommation des ressources, moi, je suis très vigilante parce que je veux qu'on ait bien en tête qu'effectivement, c'est extrêmement consommateur de ressources et qu'il y a un vrai risque pour la planète. Mais pour parler avec des très grands nombreux experts dans le domaine de l'environnement, ils me disent ceci, ils me disent que finalement, les intelligences artificielles ont aussi la capacité de résoudre les problèmes qu'elle crée. Et donc, là où je vous dis d'être très nuancé, là, je vous ai mis exprès en ligne une étude que j'ai trouvée pour laquelle on me dit que manger un steak consomme beaucoup plus que faire 10 sessions de ChatGPT. Et donc, en fait, c'est là où il faut toujours être extrêmement vigilant parce qu'on a toujours des biais personnels. Je suis absolument pas... Peut-être que la personne qui a rédigé cette étude, elle a trouvé des informations qui lui disent ceci, mais peut-être aussi qu'elle est végétarienne et qu'elle voulait nous faire passer des messages. Donc moi, je pense qu'il faut être vraiment très vigilant et essayer d'avoir une pluralité des analyses. Et puis pour terminer, ce que je voulais vous dire sur les risques de sécurité, si vous avez peur, comme tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous m'a posé les questions sur est-ce qu'il peut aller dans mon ordinateur, absolument pas. Si vous avez peur, vous allez dans vos paramètres, vous avez toujours la possibilité de décocher des paramètres, notamment là, améliorer le modèle pour tous. Et du coup, vous pouvez interdire à ChatGPT de s'entraîner sur les demandes que vous lui faites. Un impératif, se préparer dès aujourd'hui. Donc, une fois de plus, acculturez-vous, acculturez vos équipes. Ce n'est pas qu'une question de technophile, c'est une question aussi de marketing, de DRH, de finance, de tous vos collaborateurs sont concernés. Ne pensez pas technologie, pensez expérience. Dès aujourd'hui, commencez à former vos équipes. On est très nombreux, hein, mais voilà, moi, via l'IFG, je fais des formations en entreprise en permanence. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide, à faire appel à des ressources externes pour vous former vos collaborateurs à utiliser à bon escient et au mieux ces outils-là. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Il nous reste un petit quart d'heure. N'hésitez pas à poser des questions, à interagir et surtout à commenter, à débattre. On est vraiment là pour ça. Merci pour votre écoute en tout cas. Vous êtes extrêmement nombreux. Vous avez été plus d'une quarantaine à participer en direct. C'est vraiment chouette. Donc, merci pour votre écoute. On a un quart d'heure pour les questions-réponses. Je vous écoute. Merci beaucoup. Merci Morgane pour cette présentation très dense. Effectivement, avec aussi beaucoup d'exemples concrets. Sont en train de taper dans la petite box. Donc sur tous ces enjeux, effectivement, des risques, j'entends vraiment vos risques. Moi, je pense que une fois de plus, hein, j'insiste, je crois qu'il faut être vraiment conscient que de toute façon, bon gré mal gré, on n'a pas le choix. Ces outils d'intelligence artificielle sont en train de prendre le dessus, en tout cas d'être omniprésent. C'est comme si on se rappelle de la toute première slide, hein, mes apprenants peuvent utiliser IA pour un examen. Je ne comprends pas la question, Mamadou, je suis désolée. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est un peu comme au début des années 2000 où on se posait la question de savoir est-ce que je dois avoir une page LinkedIn. Aujourd'hui, je suis absolument convaincue que même vous, dans le domaine des ressources humaines, vous utilisez très régulièrement LinkedIn pour aller regarder qui sont vos candidats, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant, est-ce que le CV reflète bien ce qu'ils publient sur LinkedIn, est-ce que finalement la façon dont ils s'expriment sur LinkedIn reflète la culture de l'entreprise pour laquelle vous recrutez. Donc voilà, une fois de plus, effectivement, le numérique est omniprésent dans nos vies et l'intelligence artificielle va l'être encore plus. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions complémentaires? Comment maintenir la qualité de l'expert quant à sa capacité à initier une démarche critique? L'expert avec qui que vous allez solliciter pour vous former, c'est ça, Philippe, la question?
Et Christophe est en train de poser une question également. Est-ce que l'on peut permettre à des apprenants à utiliser l'intelligence artificielle pour prôner par... Alors, Mamadou, je pense que vous n'avez pas le choix, en fait. C'est même pas une question de permettre ou de ne pas permettre, c'est que de toute façon, ils le font déjà. Je pense que toute l'intelligence qu'on aurait tous de façon collective, c'est au contraire d'apprendre à les utiliser à bon escient pour que les réponses données par l'intelligence artificielle soient les plus aidantes et les plus pertinentes possibles. Il faut avoir cet œil très éclairé et cet œil très vigilant, les pousser à garder cet œil critique, à demander les sources de l'intelligence artificielle pour pouvoir justement s'en servir au mieux et pour que, une fois de plus, la qualité du travail rendu soit le mieux possible. Et comme vous dites, ce n'est pas un risque, il est nécessaire de devenir un incontournable par rapport à la concurrence. Roger, je vous rejoins tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Celui qui est votre compétiteur, votre plus grand concurrent aujourd'hui sur le marché du travail, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est celui qui saura l'utiliser mieux que vous. Quelle IA de bureau utiliser et sont-elles toujours payantes pour être efficaces? Aujourd'hui, moi, j'utilise principalement ChatGPT. Pour moi, ChatGPT est la version payante et celle qui est la meilleure sur le marché. Ça va aller très vite, il y en a certainement d'autres qui vont arriver. Mais vous savez, c'est un petit peu comme pourquoi est-ce que vous achetez Danone plutôt que Nestlé quand vous achetez un yaourt nature? C'est vos goûts aussi personnels. Moi, je vous pousse vraiment, vraiment, vraiment à utiliser un maximum d'intelligence artificielle pour voir lesquelles vous correspondent le mieux, avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise, lesquelles finalement l'écosystème est le mieux pour vous, lequel est le plus pertinent pour vous et lequel vous satisfait le mieux en fait. Auriez-vous des noms je dois vous quitter. Merci Camille, merci d'avoir été présente. Auriez-vous des noms d'IA pouvant aider à faire un CV plus design? Canva. Alors je vous le mets. Hop là. Le chat qui est français. Donc le chat c'est Mistral. Moi je trouve aujourd'hui que je le répète, hein, moi j'ai aucune action chez ChatGPT. ChatGPT n'est pas en bourse d'ailleurs, mais je trouve aujourd'hui que ChatGPT reste le plus pertinent. Le chat qui appartient à Mistral va probablement progresser très très vite. Donc je vous encourage à le tester régulièrement et à retourner voir s'il vous apporte des réponses qui soient pertinentes. Mais moi je trouve aujourd'hui que ChatGPT est celui qui m'apporte la plus grande satisfaction dans les demandes que je lui fais. Je vous mets une autre intelligence artificielle que je trouve géniale pour créer des PowerPoint. Gamma App, elle est phénoménale pour créer des PowerPoint. Est-ce qu'on a d'autres questions? Karine est en train de taper également. La réponse donnée par une IA ne peut que refléter ce qui a déjà été produit, écrit, avec les erreurs factuelles ou d'opinion inévitables. Oui et non, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, il va aller chercher sur les milliards et les milliards et les milliards d'informations qu'il va avoir sur un sujet dont vous allez lui parler. Donc, il va prendre un petit peu de celle-ci, un petit peu de celle-là, et c'est là où il faut avoir un dialogue avec lui. Et c'est là où, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première réponse n'est pas forcément la bonne. Si vous trouvez que finalement, il ne va pas dans le sens ou dans l'orientation que vous souhaitez, l'angle n'est pas convaincant, demandez-lui ses sources, demandez-lui d'aller chercher d'autres sources, demandez-lui d'aller chercher d'autres sources avec un avis diversifié, divergent, pour que lui, il puisse du coup, de façon, une fois de plus, avec de probabilistes, de vous apporter une réponse qui soit la plus neutre possible, mais la plus fournie possible. Comment utiliser l'IA pour la recherche de la rédaction d'un mémoire de fin d'études? Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'art du prompt. C'est finalement, il faut rédiger un prompt qui soit le plus fourni possible en lui donnant le plus d'informations possibles sur qui vous êtes, ce que vous recherchez, quel est votre objectif, quels sont... alors par exemple, utiliser l'IA, il peut vous aider à trouver des key opinion leaders, des personnes à interviewer, notamment qui sont les experts dans le domaine de la thématique de votre mémoire. Et du coup, qui sont ceux qu'il faut aller interviewer, quelles sont les questions qu'il va falloir lui poser, après, une fois que quand vous faites l'interview de cet expert, n'hésitez pas à l'enregistrer et à demander une synthèse. Mais une fois de plus, votre intellect est absolument nécessaire pour que l'utilisation de l'intelligence artificielle soit la plus pertinente et soit la meilleure possible, avec la meilleure qualité possible.
les données fournies par l'IA ne sont pas actuelles. Et ben une fois de plus, je vais encore prêcher pour ChatGPT. Je suis absolument désolée, mais une fois de plus, je n'ai pas d'action chez ChatGPT. Mais ChatGPT, la dernière version qui est payante, qui coûte 20 $ par 20 euros, 20 $ par mois, est connectée à Internet. Je pense que c'est le cas aussi de Perplexity, c'est le cas aussi de Gemini. Maintenant, toutes les intelligences artificielles, la plupart des versions payantes sont connectées à Internet. On oublie le moteur de recherche Google. Ouais, pour beaucoup de demandes, moi je trouve que les intelligences artificielles génératives nous permettent d'avoir une réponse rapide à une question qu'on se pose. Karine, peut-être que vous n'avez pas de version payante ou peut-être que vous n'utilisez pas le dernier modèle 4.0 ou 4.0.5 d'ailleurs, 4.5 qui est sorti hier. Perplexity est une IA qui apporte des réponses avec sources fiables, absolument. Le modèle, enfin, la façon, l'ergonomie de Perplexity fait que quand vous lui posez une question, la chose que vous voyez en premier, c'est ses sources. Ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. ChatGPT met ses sources à la fin. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En tout cas, effectivement, le replay sera disponible. Moi, donc, je m'appelle Morgane Soulier, vous l'avez vu. Je reste à votre disposition pour continuer les échanges si vous le souhaitez. L'IFG, évidemment, les équipes pédagogiques de l'IFG font un formidable travail pour former au mieux à l'utilisation et en tout cas à la transition numérique de tous vos métiers. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher vraiment de l'équipe pédagogique de l'IFG qui est absolument formidable, qui fait un remarquable travail pour créer des modules de formation qui sont phénoménaux. Donc, n'hésitez pas soit à vous rapprocher de l'IFG, soit de moi pour d'autres questions complémentaires. En tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vois que Philippe est en train de taper une dernière question, peut-être. Fabrice aussi. Merci pour ce live, avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci Morgane. C'était vraiment un plaisir d'écouter cette présentation. Merci pour ce live, beaucoup de valeur délivrée en très peu de temps. Oui, je suis allée très vite, j'ai foncé. J'espère que c'était pas trop rapide. Merci à tous, vraiment merci à tous pour votre présence. Une fois de plus, n'hésitez pas à rester en contact avec l'IFG et avec moi-même si besoin. Et puis, je vous encourage vraiment à utiliser un maximum les outils pour rester compétitif sur le marché du travail et puis pour éveiller les consciences. Merci à tous. Merci infiniment pour votre présence. Très bel après-midi à tous. Au revoir. Merci Morgane. Au revoir. Au revoir. Merci. Je vois que vous continuez à débattre, c'est super chouette.